Dans ce live spécial animé par Mokhtar Ali, nous abordons une thématique au cœur de l'actualité politique africaine et togolaise, le panafricanisme et ses répercussions concrètes sur les régimes en place. Pour en débattre, Mokhtar Ali reçoit deux invités de marque, Cyril Kakapolou et le commandant Olivier Ama. Ensemble, ils analysent la montée en puissance du mouvement du 6 juin, M66, et son impact politique, notamment sur le président du Conseil du Togo, son Excellence Faure Gnassingbé. Entre idéologie panafricaine, mobilisation citoyenne et enjeux de pouvoir, ce live propose une lecture sans détour d'un mouvement qui, selon plusieurs observateurs, ébranle profondément l'ordre politique établi. Installez-vous et suivez ce débat riche, engagé et sans langue de bois. Bien, sans plus tarder, je vais présenter mes deux invités et je commence par Dr Cyril. Dr Cyril, mon cher ami, c'est Dr Cyril qui est juste à ma gauche. Et je l'ai déjà plusieurs fois reçu ici sur mon plateau. Des événements cruciaux, je l'invite. C'est de la même façon que j'invite le colonel quand il y a des événements cruciaux. Vous savez qu'au Togo, le dernier événement, c'était le congrès, le 9e congrès panafricain. Nous allons parler de ça. Ce congrès a fait couler beaucoup d'encre et je voulais annoncer dans la petite vidéo que j'ai faite, il y a 12 policiers et 12 officiers ivoiriens qui ont tenté de Jah, Faure et Sozimna Gnassingbé. Mais les détails viendront après. Bien, docteur Cyril, vous êtes docteur en sciences cognitives et psychologiques, maître de conférences en France et professeur à l'Université Laval au Canada. Vous préparez la sortie prochaine d'un manifeste poétique intitulé « Révolte et réveil ». Dans cet ouvrage, vous explorez les impasses de la décolonisation africaine et dénoncer les nouvelles formes de servitude culturelle, spirituelle, économique et technologique imposées par les régimes de dictature, qui continuent de freiner l'émancipation des peuples. Vous y appelez la jeunesse africaine et afrodescendante à un sursaut de conscience et de dignité. Voilà ce que je peux dire de vous, mon cher docteur Cyril. Oui, bonjour, cher Aîné. C'est un grand plaisir pour moi de répondre à votre invitation. C'est toujours un réel plaisir, je dois le dire. Je pense que c'est la 3e ou la 4e fois que aujourd'hui je participe à tes lives et une fois encore merci pour la confiance que tu me portes depuis le début. Ça me fait vraiment plaisir, surtout de venir à tes côtés. Bon, là je commence déjà à te tutoyer, de venir à tes côtés. Et puis c'était la règle d'ailleurs, il faut le préciser. On s'est dit qu'on devrait se tutoyer. Tout à fait. Donc c'est toujours un réel plaisir pour moi donc d'être à tes côtés et d'apprendre de tes expériences. Ça, je le souligne chaque fois. Je pense que oui, et d'ailleurs nous tous, nous avons quand même des connaissances, mais les connaissances devant la sagesse sont à relativiser. Il faut prendre en considération l'expérience, la sagesse, parce que il n'y a pas que le savoir rationnel dans la vie. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure lorsque nous parlerons du professeur Nyamsi. Il n'y a pas que le savoir rationnel. Il y a également ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, donc la sagesse. Et pour moi, donc chaque fois que je viens ici, c'est ce que je viens puiser moi personnellement, et cela me nourrit beaucoup. Et savoir qu'aujourd'hui, je suis co-invité avec le commandant qui a déjà participé aussi à certains de mes lives, avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger. C'est véritablement la cerise sur le gâteau et je pense que c'est vraiment ce plaisir-là que je vais encore avoir à t'accompagner ce soir. Merci, docteur Cyril. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais le dire, annoncer à mes auditeurs, à tous ceux qui nous suivent et au commandant Olivier, s'il ne le sait pas encore.
Et Dr Cyril vient de décrocher son agrégation. Donc, c'est un agrégé que nous avons devant nous. Et dans son domaine, dans les sciences cognitives et psychologiques. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un maître de conférence et il est professeur. Et vraiment, c'est un plus pour le Togo. Bien, maintenant, j'en viens au commandant Olivier, que vous connaissez tous. Le commandant n'est plus à présenter. Et son nom est Olivier Poko Ama. Et il est natif de Pia. Ah, quand on dit Pia, là, ce nom nous fait suer, hein. Quand on dit Pia, quand on se dit que Faure Gnassingbé et sa famille viennent de ce village, un village qui a donné naissance à un monstre tel que Faure. Franchement, quand on évoque le nom de Pia, ça donne des sueurs froides. Mais cependant, dans le même village, il y a des hommes dignes, comme le commandant Olivier, comme la digne fils de Pia qui est en France, comme d'autres qui sont issus de ce village. En dehors de, je pense à tous les autres amis, à tous les autres frères qui viennent de la région de la Kara et qui sont de vrais combattants. Il vit en exil depuis plus d'une décennie. Il a connu plusieurs fois la prison de Gnassingbé. Il est commandant de la gendarmerie togolaise, mais au nom de la diaspora togolaise combattante à travers le monde, je voudrais ici élever le commandant au grade de colonel, car il a mis sa vie au service de la nation, meurtri par près de 60 ans de brimade, de persécution et d'assassinat. Nous avons à la tête du Togo des dirigeants méchants, des monstres froids. Commandant Olivier, bonsoir. Bonsoir, doyen. Merci pour l'élévation. Je la prends avec humilité. Et merci de m'honorer encore une fois ce soir. Et vraiment, merci à toi, le doyen. Merci. Je voudrais remercier notre jeune agrégé. Et je suis très content d'être avec lui sur ce panel aujourd'hui, parce que j'ai toujours admiré ses interventions, son humilité, malgré son niveau très, très élevé. Voilà. Il sait de temps en temps se mettre à notre niveau pour débattre avec nous. Vraiment, merci pour son humilité. Voilà. Et tous ceux qui sont sur ce panel, profond respect à vous tous. Merci de prendre un petit temps, un de vos petits temps pour nous écouter et à travers nous avoir des informations, des vrais, pour que nous puissions être dans ce combat avec des informations sûres et vraiment qu'on sache où on va. Donc, merci à vous tous qui êtes ici et la lutte continue. Merci, doyen. Merci, combattant. Merci, commandant. Commandant, combattant. Combattant, commandant. Merci. Le 9e congrès panafricain a ravivé de nombreux questionnements au sein de l'opinion africaine et de la jeunesse intellectuelle. Qui peut aujourd'hui se revendiquer panafricaniste et sur quels critères, Dr Cyril? Le panafricanisme est-il avant tout une identité, une idéologie, une posture politique ou une exigence éthique? Dr Cyril. Je voudrais commencer mes éléments de réponse tout d'abord en rendant hommage au premier président de la nation togolaise, Monsieur Sylvanus Kwame Epifanio Olympio. Je ne suis pas historien de formation. J'ai été enseignant d'histoire et de géographie au collège pendant un très court moment, mais je considère que tout citoyen doit connaître l'histoire de son pays, doit connaître un peu de l'histoire de son pays. Et quand on est
un intellectuel, c'est encore beaucoup plus exigeant. Donc, j'ai quand même lu beaucoup de livres d'histoire et une des sources de référence fiables pour moi, c'est les travaux de notre aîné Godwin Tété. Oui. Beaucoup de jeunes Togolais ne le connaissent peut-être pas à travers ses écrits, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Il y a d'autres auteurs également, mais en lisant Godwin Tété, on découvre quelque chose que les Togolais méconnaissent un peu sur l'homme, sur le premier président de la République togolaise. C'est un panafricaniste pragmatiste. Et ce terme-là, je l'ai appris avec Godwin Tété. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais affiché publiquement cette identité-là. Il ne se réclamait même pas, alors que d'autres présidents, alors que d'autres activistes, d'autres militants se réclamaient à corps et à cri du panafricanisme. Lui ne se le revendiquait pas. Et ce que j'ai surtout appris avec lui, c'est un chef d'État qui était d'une remarquable lucidité intellectuelle. Nous tous, nous connaissons son parcours intellectuel académique. Et quand on a commencé, en tout cas, quand on nous a annoncé le 9e congrès panafricain à Lomé, j'ai repris la lecture de quelques ouvrages de ce grand homme que je salue ici au passage, notre aîné une fois encore, Godwin Tété. Et j'ai surtout pris la pleine mesure d'un trait fondamental de sa pensée, de la pensée donc de l'auteur, de l'auteur de la pensée donc de Sylvanus Olympio. Ce que j'ai surtout appris, c'est que c'est quelqu'un qui avait une hostilité viscérale pour toute forme de panafricanisme racialiste, linguistique. Et cela se comprend parce que lui-même étant polyglotte, alors que d'autres disaient, il faut que les Africains parlent une seule langue, par exemple. Lui, il n'était pas favorable à ça. Tout au moins, c'était pas sa position. Alors que d'autres se réclamaient d'un panafricanisme idéologique avec un rapprochement à l'est ou à l'est avant donc la chute donc du mur de Berlin. Lui, il se prévenait de cela. Lui ne tombait pas dans ce piège-là. À cet égard, je revendique pleinement une forme de fidélité intellectuelle à l'héritage de lucidité. Je dis bien de lucidité. C'est de lui que vous parlez. Exactement, c'est de ce grand homme-là que je suis en train de parler, effectivement, donc Godwin Tété. Voilà. Donc je disais que à travers les écrits donc de cet auteur, on voit que notre premier président avait une lucidité intellectuelle. Et je considère que c'est cet héritage-là qui nous a laissé, qui nous a légué, et nous devons nous en revendiquer. Je suis choqué de voir que le régime de Lomé, le régime RPT UNIR, continue de détourner, de dévoyer cet héritage-là. Si vous avez suivi l'allocution d'ouverture du président de conseil Faure Eswatini Gnassingbé, il a dit quelque chose qui, normalement, pour ceux qui lisent un peu, qui connaissent la pensée panafricaniste de Sylvanus Olympio, aurait pu être sensible. Il a dit, le panafricanisme que nous appelons ici, c'est un panafricanisme pragmatique et exigeant. Cette pensée n'est pas de lui. Et je voudrais ici restaurer les choses. Je ne suis pas historien, j'ai pris le temps de le dire au départ, mais cette pensée n'est pas de l'héritage de RPT UNIR. Cette pensée, elle est de l'héritage du premier président Sylvanus Kwame Epiphany Olympio. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, le piège aujourd'hui, et ce piège est redoutable, consiste à vouloir capturer le panafricanisme comme une identité déclarative. Moi, je suis panafricaniste, toi, tu ne l'es pas. Moi, je suis peut-être... Mais sur quelle base nous nous appuyons pour dire de pareilles choses? De dire que moi, je suis panafricaniste, un grand panafricaniste, et toi, tu ne l'es pas. Or, le panafricanisme, ce panafricanisme d'identité déclarative, il est dangereux, à mon avis. Et le deuxième type de panafricanisme, c'est le panafricanisme humaniste
qui consiste en la solidarité africaine, la justice sociale entre les peuples, la dignité des peuples. Mais c'est pas un marqueur d'identité distinctif. Tout Africain sérieux, à mon avis, y adhère par essence. Quel est l'Africain, au fait, qui ne veut pas être digne et que ses concitoyens soient considérés également comme étant dignes? Quel est l'Africain qui ne se revendique pas de la justice sociale? Donc, un deuxième piège, je dirais, consiste à vouloir capturer une fois encore le panafricanisme comme une posture idéologique figée. Donc, le panafricanisme idéologique attendu comme le refus de la domination néocoloniale. Mais ça, c'est une aspiration largement partagée par en tout cas par de nombreux Africains, à mon avis. Donc, il n'y a donc en soi rien de radicalement nouveau dans ce panafricanisme identitaire duquel les gens se réclament. Moi, je suis panafricain, le régime de Mali est panafricain, le régime de Niger est panafricain, mais tel pays n'est pas panafricain. Mais sur quelle base nous nous basons, en fait, quand nous mettons en avant un tel panafricanisme identitaire militant que le père de la nation togolaise a refusé? Pour ma part, le panafricanisme, c'est pas un badge. Tout à fait. C'est pas un slogan, c'est pas un nom. Je considère que c'est une démarche, c'est une vision, c'est un ensemble de valeurs partagées, d'ailleurs de valeurs très exigeantes. Si c'est de ce panafricanisme dont nous parlons, oui, quelque part, je peux me définir aussi comme étant panafricaniste, mais le panafricanisme à identité déclarative ou le panafricanisme militant qu'on est en train de voir aujourd'hui avec des légions de jeunes activistes qui pilulent sur la toile, et qui font la promotion d'un tel régime contre un tel autre régime. De ce panafricanisme-là, je ne me revendique pas. Vous avez raison, docteur Cyril. On a vu des exemples tout récemment, des gens qui se proclament panafricanistes alors que leur comportement est tout autre. Voilà. Et le panafricanisme, évidemment, c'est... Bon, je ne veux pas aller dans les détails. Maintenant, ma question va au commandant Olivier. Bien, mon commandant, au regard de votre expérience... Non, pardon. Mon commandant, le 8 décembre coïncidait à la fois avec l'ouverture du 9e congrès panafricain et avec une mobilisation populaire annoncée par le M66. Vous savez, le M66, c'est le mouvement du 6 juin que pilote Zagabambo, Togwevi PC, Romeo Mukenzi, Kodjovi Toga. Voilà. Pouvez-vous nous décrire le dispositif sécuritaire déployé à Lomé à cette période? Avez-vous observé un déploiement inhabituel par rapport à d'autres événements publics d'ampleur comparable? Oui, doyen, merci pour la question. Je voudrais au passage dire à mon jeune frère agrégé que je connais l'université Laval. Je suis allé une fois là-bas avec monsieur Daoukou Péré quand j'étais son aide de camp, puisque lui, il est passé là-bas pour se former en sciences de l'éducation. Voilà. Je pense que c'était en 1998. Nous sommes passés là-bas. Ça fait longtemps, hein? Ah oui. Voilà. Merci pour la question. Donc, le déploiement inhabituel, il y a eu ce déploiement ce lundi 8 décembre. Vous savez, dans tous les pays, quand il y a une conférence internationale, on déploie une sécurité sur les lieux et au niveau des abords de la salle de conférence et également au niveau des hôtels des congressistes. Ouais. Ça, c'est ce qui est normal. Ça se passe partout. Et quand on déploie cette sécurité, elle est plus ou moins légère, juste pour ne pas attirer l'attention des gens
pour ne pas agacer les participants. Donc, c'est une sécurité plus ou moins discrète, mais vigilante pour protéger les congressistes. Mais ce qu'on a remarqué, vous savez, avant cette date du 8 décembre, les casernes, en tout cas les casernes de Lomé et de ses environs, étaient mises en alerte. Souvent, quand on parle de camps consignés, ça veut dire que les militaires sont en alerte. Oui, est-ce qu'il y a péril à la demeure pour qu'on mette les casernes en alerte? C'est la question que je devais vous poser. Alerte pourquoi? C'est un congrès panafricain. Pourquoi cette alerte? Il y a eu alerte dans les casernes parce que le mouvement M66 a projeté sortir les Togolais dans les rues ce lundi 8 décembre 2025. Et ce mouvement a parlé, s'est penché sur ces manifestations pendant des semaines. Durant des semaines, ils ont parlé de ça sur les réseaux sociaux, puisque c'est le seul moyen actuellement pour atteindre la population togolaise, surtout quand on est à l'extérieur. À l'intérieur du Togo, on ne permet pas aux les jeunes du M66, en tout cas qui parlent au nom du M66, sont sous mandat d'arrêt. Et à l'intérieur du Togo, on les considère comme des gens nuisibles. Donc, le régime et ses partisans les considèrent comme des gens très dangereux. Voilà le mot. Donc, en prélude de ces manifestations, le régime du Togo a fait un déploiement inhabituel. Alors, la conférence s'est passée pratiquement au Palais des Congrès. Et les palais de congrès, tout le monde sait là où le lieu là se trouve. C'est pratiquement au centre-ville, à côté de l'hôtel du 2 février. Les abords sont bien dégagés. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de grand monde là-bas sur le plan sécuritaire. Donc, alors, à Lomé et ses environs étaient bondés pas seulement les gendarmes et les policiers qui sont chargés du maintien d'ordre, les militaires même étaient déployés. Donc pour cela, au Carrefour GTA, il y avait un dispositif là-bas, des militaires, avec des pick-up montés d'armes, de mitrailleuses lourdes. On pouvait les observer également à au Carrefour 3K, Colombe de la Paix, Bekota, au niveau des Serfers, Carrefour Bain-Marché, niveau Fiata, Décon, Protestant, Atikoumé. Voilà, donc toute la ville de Lomé était quadrillée. Bon, parce que le régime du Togo sait qu'il n'est pas populaire. Il est vraiment impopulaire. Et souvent, les manifs, au cours des manifs, les gens sortent et la masse, elle est là. Donc, pour dissuader les populations, on sort massivement les militaires et le matériel pour faire peur. Donc, la dissuasion, quand on montre la force, ça dissuade naturellement. Et surtout, ceux qui ont les esprits faibles, quand ils voient ça de loin, ils retournent à la maison. Voilà. Donc, ce déploiement a deux objectifs. Le premier, c'est de dissuader. Le second objectif, c'est d'empêcher tout attroupement, tout regroupement. Donc, si à certains moments, certains Togolais deviennent
je dirais, téméraire. Donc, il y a un dispositif. Ce dispositif-là va s'en charger, va se charger de les empêcher. En les empêchant, vous comprenez, c'est la répression. Ouais. Voilà. Oui. Donc, c'est ce que je peux dire sur voilà, ce déploiement inhabituel. Mon commandant, est-ce que ce déploiement des forces de sécurité ou de l'armée dans toutes les rues, dans tous les coins de Lomé, n'est pas dû au fait que sur les réseaux sociaux, les noms des participants qui viennent de partout, leur nom, leur adresse, la réservation d'hôtel, tout ça là, tel doit loger ici, tel doit loger là, leur nom, leur numéro de téléphone, le numéro de leur chambre tout ça là, ça a été dévoilé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas ça qui a rendu poltron le gouvernement togolais? Non, tu sais, moi-même, j'ai sécurisé la conférence de l'Union africaine en l'an 2000. Donc, vous savez, quand il y a des trucs comme ça qui sortent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas encore quelque chose qui est dangereux. Hein? Voilà. Donc, je dirais, chez eux, c'est un épiphénomène. Hein? C'est pas alarmant parce que aux abords des hôtels, il y a une sécurité. Et aux abords de la conférence, il y a également une sécurité. Donc, c'est le mouvement, l'appel du mouvement M66 qui a mis le système dans cet état je dirais, de peur. Voilà. Sinon, sur les réseaux sociaux, les noms, les hôtels, tout ça là, non. Ça ne peut pas. C'est pas, le régime du Togo, c'est pas ça qui leur fait peur. Voilà. C'est la masse. Les Togolais dans les rues. Ils redoutent toujours cela. Et surtout que les étrangers étaient là, les caméramans, les journalistes étrangers, tous étaient là. Donc, il fallait prendre tout combat. Et cette date choisie par le M66, ce n'est pas anodin. Vous savez, c'est la troisième fois que le système oui, c'est la troisième fois cette troisième fois-là qu'ils ont réussi à organiser cette conférence. Elle était prévue depuis combien d'années? Je pense depuis 3 ans ou 2 ans. Et puis le mois de juin, Monsieur Foucault aussi avait projeté faire sa conférence en mars. Oui, mais ça. Et également cette conférence-là qui est passée ce 8-là, cette conférence était également prévue dans le mois de juin. Donc, compte tenu des appels aux manifs qui sont projetés sur les mêmes dates, ils étaient obligés de les reporter sine die, parce que ils ne peuvent pas savoir ce qui peut se passer. Mais maintenant, ils ont pris le temps, ils ont eu tout le temps d'utiliser des moyens pour nous mettre les bâtons dans les roues en termes de communication. Ils ont travaillé beaucoup, ils ont payé des milliards à des consortiums polonais et puis israéliens, indiens, qui sont très forts dans la cybercriminalité ou dans la je ne sais pas comment on appelle ça, comment il faut couper les lives, comment il faut détruire, faut sauter les comptes des activistes qui sont vraiment percutants sur le territoire togolais à travers les réseaux sociaux. Donc, ils ont mis tout ça là en place et ils ont travaillé sur ça pour désorganiser la population togolaise avant de fixer la date. Maintenant, la date fixée, il faut prendre des mesures sécuritaires pour dissuader les Togolais et faire en sorte que les invités arrivent
même si les invités savent qu'il y a des manifs, ils diront quoi? Qu'ils ont pris toutes les dispositions, il n'y aura même pas de manif. Que si quelqu'un sort, ils vont les maîtriser. Donc, ça peut encourager les panafricains mercantiles à faire le voyage. La preuve, il y a beaucoup qui se sont abstenus et dans cette conférence, on a entendu des choses. Oui. Voilà. Donc, le mouvement M66, je dirais, c'est une réussite. Il n'y a pas eu manif, mais il y a eu une réussite là, manif là. Notre combat a pesé énormément sur cette conférence. Merci, mon commandant. Et quant à vous, docteur Cyril, je vous remets sur le grand écran, puisque la question suivante est à vous. Abordons maintenant la question du cadre politique, docteur Cyril. Selon vous, le régime de Faure Eswazimna Gnassingbé présente-t-il les caractéristiques politiques, institutionnelles et éthiques nécessaires pour abriter un congrès panafricain? Voilà ma question. Oui, c'est une question très pertinente. Disons qu'il n'existe pas, à ma connaissance, de charte formellement codifiée qui fixerait de manière juridique ou de manière structurée, de façon contraignante, les critères d'attribution de l'organisation des congrès panafricains. Mais on nous parle de 9e congrès panafricain. Panafricain, ouais. Donc, on peut se référer au congrès passé justement pour voir est-ce qu'il y a quand même plus ou moins certains critères qui permettent donc d'attribuer l'organisation de ce grand congrès-là à un pays particulier. C'est le 9e congrès, mais qui a lieu après 125 ans lorsque le premier congrès a eu lieu. Le premier congrès a eu lieu en 1900, précisément. Et ce congrès a été organisé non pas par un pays, mais par un intellectuel, par un afrodescendant, par un Américain, mais c'est un afrodescendant, puisque ses parents, ses grands-parents étaient des esclaves. Ouais. Donc c'est le monsieur qu'on appelle le Henry Sylvester Williams, donc en anglais, donc en français, Henry Sylvestre Williams. C'est d'ailleurs, il est connu comme étant l'un des fondateurs institutionnels du panafricanisme. Ouais. Et ce premier congrès a eu lieu, au fait, en Londres, au Royaume-Uni. Disons que les cinq premiers congrès ont eu lieu hors du continent africain. Donc, les 5 premiers congrès ont eu lieu de 1900 jusqu'à 1945. Pendant cette période-là, on n'a pas les États africains tels que nous les avons aujourd'hui. Ouais. Les États africains, nous connaissons justement un petit peu l'histoire. Ils sont des États modernes après les années des indépendances. Donc, dans les années 60 plus précisément. Ça, les 5 premiers sont un peu ce qu'on peut appeler les congrès historiques. Et à partir du 6e congrès jusqu'au 9e qui a eu lieu il y a quelques jours à Lomé, là, ces congrès ont eu lieu sur le continent africain. Et le premier qui a eu lieu sur le continent africain a eu lieu en 1977. Et là, précisément, en Tanzanie. Et ce congrès a été organisé, sinon co-porté par l'organisation de l'Union africaine, donc l'OUA à l'époque. Okay. Et avec le président Julius Nyerere. Nyerere. Exactement. Mais allons rapidement. Le deuxième a eu lieu en 1994 et ça a eu lieu en Kampala, en Ouganda. Le troisième, a eu lieu en Afrique du Sud en 2014. Là, 1 an après, donc la mort donc de Nelson Mandela. Et le 4e, justement, est celui que nous avons observé et qui a eu lieu donc au Togo. Maintenant, regardons un peu de près quelques critères qui, plus ou moins, ont été pris en considération. D'abord, les pères du panafricanisme, le premier a été organisé par, comme je le disais tout à l'heure, par Henry Sylvester Williams. Le deuxième a été organisé par William Dubois.
Le troisième a été encore organisé par William Dubois. Le quatrième a été organisé par William Dubois et George Padmore. Ça, il faut vraiment retenir ces noms parce que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus lorsque nous parlerons de la lettre de démission donc du président scientifique donc de ce congrès-là. Donc, il semblerait quand même que les pères de fondateurs donc du panafricanisme considéraient quand même que le pays qui doit abriter le congrès doit être un pays où il y a la liberté d'expression et la liberté de réunion. Et c'est normal. Exactement. Deuxièmement, il faut que les organisateurs soient quand même des intellectuels, des militants indépendants. Parce qu'on ne voulait pas quand même qu'il y ait des influences politiques directement sur les travaux. Oui. Les travaux pouvaient avoir des implications politiques après, mais il fallait pas que le politique se mêle de l'organisation pour influencer la qualité des travaux. Ensuite, évidemment, il faut la crédibilité morale de la cause. C'est ce que j'essayais tout à l'heure de dire. Il faut pas que les travaux servent au fait à légitimer un pouvoir, à légitimer un régime. Et quand on prend les congrès les plus récents, celui qui a eu lieu par exemple en Tanzanie et puis en Ouganda, le congrès a été organisé dans ces pays-là pour porter un soutien aux luttes de libération, notamment par le Front de libération du Mozambique, le Frélimo, pour apporter un soutien au mouvement populaire de la libération de l'Angola qui était porté par Agostinho Neto. Donc, il fallait vraiment apporter un appui, justement, à ces militants panafricanistes. Et même pour le congrès qui a été organisé en 2014 en Afrique du Sud, c'était surtout pour apporter aussi un soutien à l'ANC. Ça, c'est également un critère aussi à prendre en considération. Il n'y a pas l'ANC togolais, non? Non, pas l'ANC togolais. L'ANC, justement, donc, qui a été porté en Afrique du Sud, l'ANC. Tout à fait, par Nelson Mandela. Ouais. Et il faut qu'il y ait un minimum de cohérence politique démocratique et minimale. C'est-à-dire que il faut que ça soit un pays, un régime qui respecte quand même les libertés politiques. En somme, il faut que ça soit un État panafricaniste crédible et un État qui s'aligne sur l'idéal panafricaniste à travers les valeurs cardinales telles que la souveraineté des peuples, la justice sociale et la dignité humaine. Maintenant, quand on rassemble tous ces critères-là, on se demande tout de suite, est-ce que le Togo coche ces critères dont je viens de parler? Est-ce que le Togo est un pays de liberté d'expression et de réunion? À nos, comment vous appelez ça, à nos abonnés donc de réagir dans l'espace commentaire. Est-ce que le congrès que nous avons vu là, est-ce qu'il a été porté par un intellectuel ou des intellectuels de haut rang? Non, la seule personne qui s'est considérée comme étant intellectuelle, c'est Robert Doucet. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est ça qui sabote. Le régime a auto-saboté lui-même la crédibilité justement donc de ce panafricanisme, de ce congrès-là. Est-ce que le congrès visait l'émancipation des peuples ou est-ce que c'était pour légitimer au fait un pouvoir? Probablement oui. Est-ce que le Togo est un pays engagé dans le panafricanisme au sens de soutien à des mouvements, par exemple, panafricanistes qui luttent pour... Je ne pense pas. Est-ce que le Togo est cohérent du point de vue politique, démocratique, en termes de liberté politique, en termes des valeurs dont je viens de parler? Je pense que quand on rassemble une fois encore tout ça, on se demande mais sur quels critères l'Union africaine a attribué ce congrès-là, ce 9e congrès panafricain au Togo. Ça, il y a des questions justement donc à fouiller. Merci, docteur Cyril. Bien, j'en viens à vous, commandant. Je vous oui, avant votre question, je voudrais saluer les réponses du docteur agrégé Cyril. Quand vous prenez le régime du Togo, là, vous savez, le vrai panafricanisme, je me dis que les valeurs défendues par les anciens, les précurseurs, les pionniers du panafricanisme, notamment Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop et les autres, aujourd'hui, c'est ce panafricanisme dont parle le docteur Cyril, c'est
ce panafricanisme est dévoyé par le régime du Togo. Vous savez, le régime du Togo ne cherche qu'à profiter de la popularité de ce concept-là. Voilà, le RPT Unir a toujours cherché d'une manière, je dirais, malicieuse, comme c'est un régime qui est en manque de popularité, qui veut toujours chercher des boulots de sauvetage partout où il y a des conférences, aller tourner dans les conférences, convaincre les gens à travers le dollar, c'est-à-dire remplir les comptes des gens, les amener à s'associer au Togo. Souvent, ces gens-là n'ont pas assez d'informations sur notre pays. Alors, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, je pense qu'on les empêche énormément parce que les informations sont maintenant à la disposition de beaucoup de gens. Donc, ils vont toujours pour chercher des choses qui vont les rehausser sur le plan international. Parce que l'intérieur, là, ils s'en fichent de l'intérieur. C'est l'international qui les préoccupe. Voilà. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que quand ils prennent les conférences à coût de milliers de dollars, quand ils vont quémander des choses sur le plan international pour redorer leur blason, les gens remarquent maintenant que le Togo, le système du Togo ternisse leur image. Ils sont comme des charançons qui arrivent dans un épi de maïs et quand les gens font tout pour les satisfaire, les gens remarquent que leur image est ternie. Alors, donc les gens s'en méfient maintenant. Et je profite pour saluer le travail de tous les Togolais. Les gens qui sont même dans l'ombre, qui travaillent pour montrer la vraie physionomie de ce régime. Merci. Donc maintenant, tu peux revenir à ma question. Bien. Merci. Bien, au regard de votre expérience, ce dispositif dont vous aviez parlé, visait-il surtout à sécuriser le Congrès et ses invités, ou plutôt à prévenir, voire dissuader des mobilisations populaires annoncées? Je crois que vous avez déjà... Oui, j'ai déjà égratigné cette question. Comme vous le savez, tout le dispositif, c'est pour empêcher les gens de sortir. Voilà, et vous aurez pu remarquer, Faure lui-même, pour aller au palais des congrès, il avait un convoi long et avec un hélico en l'air, tout ça là pour faire peur parce que ils savent que la chose militaire fait peur aux Togolais. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité. Alors, donc, à toute occasion, quand ils ont une occasion, ils montrent toujours la force. Et c'est cette force qui leur permet de garder le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ne vont pas s'en passer. C'est pourquoi je le dis, maintenant, je ne mets plus de gants. Hein. Voilà. Ce qui nous empêche d'évoluer sur le plan démocratique, ce qui nous empêche d'avoir un état de droit au Togo, tous les Togolais doivent réfléchir, pour trouver une solution à tout ça là. Tout cela. Il faut trouver une solution. Le Togo a des hommes, le Togo a des gens intelligents. Et à l'extérieur, il y a des Togolais qui ont tout pour vivre dans leur pays. Mais ils sont obligés d'être à l'extérieur. C'est pourquoi je le dis toujours, la diaspora a un grand rôle à jouer. Ayatollah Khomeini est revenu dans son pays et les Paul Kagame étaient à l'extérieur. Ils sont revenus dans leur pays. Les Sud-Africains, beaucoup au temps d'apartheid, étaient dans les pays limitrophes. Mozambique, Zimbabwe, la Namibie, ils étaient pleins là-bas. Mais ils ont travaillé. À un certain moment, ils sont revenus dans leur pays. Donc, nous devons continuer par travailler et nous avons tous les moyens
de venir à bout de tout ce que Ford nous montre comme force là. C'est rien. C'est pas des masses de fer, c'est pas des robots. C'est des gens qui sont chers et sang, hein. Ils meurent aussi. Donc, mettons ça dans la tête, civils comme tous les Togolais, mettons ça dans la tête. Nous pouvons les vaincre. Merci. Merci, commandant. Docteur Cyril, je reviens à vous. Quel est selon vous l'objectif réel poursuivi par le régime de Faure-Gnassingbé en accueillant ce 9e congrès panafricain? S'agit-il d'un engagement panafricaniste sincère, d'une stratégie diplomatique ou d'une opération de légitimation politique? Vous avez les éléments de réponse dans la question que vous m'adressez, doyen. Et je pense aussi que le commandant, en répondant tout à l'heure pour compléter la réponse que j'avais faite, a esquissé quelques éléments de réponse également. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui. Il ne s'agit en aucun cas d'un panafricanisme authentique. Et comme l'avions dit tout à l'heure, ce régime ne remplit aucun critère minimaliste pour penser qu'il est sincèrement engagé, authentiquement engagé pour un panafricanisme révolutionnaire. Nous sommes bel et bien dans une stratégie politique de légitimation. Le commandant le disait tout à l'heure, nous pouvons vaincre ce régime. Je pense sincèrement aussi que nous pouvons vaincre ce régime en nous attaquant à cette stratégie politique de légitimation. En y réfléchissant un peu, je pense que c'est une stratégie politique toujours utilisée par ce régime. Je pense que c'est la plus grande stratégie utilisée depuis bien longtemps déjà, depuis plusieurs années déjà. Que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, par exemple, lorsque ce régime organise des élections, entre guillemets démocratiques, transparentes, qui ne l'ont jamais été, mais c'est quoi? Le régime a toujours su que il n'a jamais remporté, il n'a jamais gagné dans les urnes. Mais c'est pour amener les partis politiques, les organisations politiques à ces mascarades-là, pour tout simplement légitimer sa position, pour légitimer son pouvoir. Donc c'est une vieille stratégie utilisée par ce régime que j'ai envie d'appeler aujourd'hui la politique du tombeau blanchi, en fait. Donc c'est un régime qui passe tout le temps à changer les couleurs au fait donc du badigeonnage extérieur donc du tombeau. Tantôt c'est le blanc, tantôt c'est le bleu, tantôt c'est telle couleur, tantôt c'est telle autre couleur. Même le tombeau, les cravates, les pagnes, tout, ça prend toujours les mêmes couleurs, vous les connaissez bien. C'est toujours pour blanchir en fait justement le visage de ce régime qui est vomi pourri de l'intérieur. Et le commandant le disait tout à l'heure, tout ce qui se passe à l'interne, tout ce qui concerne le quotidien des Togolais, ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles, comme disent les jeunes aujourd'hui. Donc le régime de Faure est engagé depuis plusieurs années dans cette légitimité internationale. Il suffit tout simplement également de regarder tous ces balais internationaux au cours de ces derniers mois, que ce soit dans la médiation entre le Rwanda et la RDC, avec l'accord de paix qui a été signé aux États-Unis, que vous regardez ces sorties en novembre dernier, je pense le 18 et le 19 dernier, en Russie, toutes ces sorties-là, c'est une scénographie, c'est une mise en scène extérieure pour, comme l'a dit le commandant une fois encore, dorer le blason, pour vendre l'image de la personne. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça ne les regarde pas. Donc bref, donc ce congrès, ça a été organisé dans des conditions qu'on ne maîtrise pas, parce que le Togo ne répond à aucun critère pour abriter ce congrès-là, mais c'est juste pour se faire passer comme acteur panafricaniste, un médiateur à l'échelle du continent, donner l'image d'un État ouvert à la démocratie, au débat et puis au dialogue politique. On connaît un peu leur refrain. Mais plus que ça, c'est pour masquer par les symboles même du panafricanisme, et c'est là où c'est grave. C'est
c'est utiliser, c'est détourner, c'est dévoyer les symboles même du panafricanisme pour couvrir les pratiques politiques qui sont barbares, qui sont répressives et qui n'ont jamais changé au moment du père et qui n'ont jamais changé du moment du fils et qui risquent toujours encore de s'aggraver au fait donc dans les mois ne saisissent pas. J'ai souvent pris le soin dans mes interventions ici en vous présentant la personnalité donc de ce régime-là, tout au moins des ténors de ce régime-là. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est leur narcissisme, c'est leur image narcissique à l'extérieur. Voilà, c'est que reprenez un peu les photos qu'on a présentées de lui quand il a été en Russie ou quand il a été aux États-Unis. Aux États-Unis, il était dans les rangs comme tout le monde, hein, mais quand il s'est levé, regardez un peu les photos qu'on nous a ramenées un peu donc des États-Unis et qui pilulent sur ces pages, qui pilulent sur les pages par exemple de la diplomatie togolaise. Donc tout ce qui les intéresse, utiliser les symboles extérieurs du panafricanisme pour se donner une très bonne image, mais une fois encore, à force donc de continuer toujours à blanchir le tombeau comme on le fait généralement le 1er novembre chez les catholiques, mais sans prendre le soin de sarcler autour, sans prendre le soin vraiment de changer les pierres et tout. À un moment donné, j'ai tellement vu beaucoup de tombeaux au fait s'effondrer dans ma vie que je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Le régime risque à un moment donné de s'effondrer à force tout simplement de passer les couches de badigeonnage, voilà, c'est sur l'extérieur. Merci, docteur. À vous, commandant. Mon commandant, je voudrais vous soumettre un scénario. Dans un pays où les manifestations sont souvent fortement encadrées, quelle est en général la doctrine opérationnelle si une mobilisation devait devenir massive et converger vers des lieux sensibles? Quels sont les risques concrets pour les civils quand un dispositif militarisé est déjà en place? Bon, doyen, merci. Vous savez, en matière de manifestation, on peut distinguer des pays où règne les pays dans lesquels règne un état de droit et les pays de dictature. Donc, dans un état de droit, naturellement, toutes les manifestations sont encadrées et on ne refuse aucune manif. Voilà, même si on sait que cette manif peut dégénérer. C'est un état de droit, on est obligé de laisser les gens manifester. Donc, lorsque la manif devient massive, mais on continue de l'encadrer dans un état de droit. Mais si cela débouche sur je dirais, les institutions, cela débouche sur l'attaque des institutions, mais on les disperse, c'est tout. Là, il faut que la force qui encadre les lois agisse. Là, on agit naturellement avec les moyens conventionnels. C'est pourquoi quand on veut disperser une manifestation, on utilise les gaz lacrymogènes. Parce que tu peux être fort n'importe comment, physiquement, mentalement. Quand un gaz lacrymogène explose, la fumée, la personne ne supporte ces fumées-là. Tu es obligé tu vas quitter les lieux. Voilà. Je peux donner l'exemple de l'attaque du Capitole aux États-Unis. Oui, les manifs étaient devenus massives. Ils ont attaqué le symbole même de la démocratie. Mais c'est quoi? Ils ont utilisé les gaz lacrymogènes. Tout à fait. Les gens ont cassé les choses, mais bon, les forces de sécurité ont réussi quand même à disperser la foule. La foule peut être compacte n'importe comment. Les gaz lacrymogènes, les gens se dispersent. Voilà. Bon, dans une dictature, quand la masse menace les institutions, mais ils n'ont que fait de la vie des manifs. Oh, bon Dieu. Ils les balaient avec les balles réelles. Les balles réelles sifflent. Et on en a vu au Togo maintes fois. Oui, bien sûr. Voilà, parce que... Là où ça a été tellement grave, c'est en 2005. Voilà. Les
vous savez, dans les pays de dictature comme celui du Togo, on n'a jamais confiance en la gendarmerie et à la police. Tout simplement, les deux entités respectent le minimum. C'est-à-dire respectent la vie des gens. Tout à fait. Font le minimum. Ceux qui ont toujours tué au Togo, c'est les militaires. Ils n'ont aucune notion de maintien d'ordre. Et c'est sur eux, le régime, le système compte. Voilà, quand ils sortent, ils ferment les yeux, ferment les oreilles. Même des fois, les institutions ne sont pas menacées, ils ouvrent le feu. La preuve, en 2017-2018, à Sokodé, il y avait quelle institution là-bas? Mais juste pour empêcher les gens de sortir, ils ont utilisé les balles réelles. Oui. Voilà. Donc, quand les manifs deviennent massives dans les pays de démocratie, on utilise les moyens conventionnels, mais dans les pays de dictature, c'est la mort. Hein? C'est la mort. Voilà. C'est pour cela, des fois, quand ça dégénère comme ça dans certains pays, quand les gens meurent comme ça, la population cherche d'autres moyens pour affronter d'une manière convenable les forces qui gèrent les gens. C'est ça. Et les désordres s'installent pour un temps. Et souvent, quand ça finit, personne n'a le courage de garder le pouvoir à travers la force. Voilà. Merci, commandant. Maintenant, ma quatrième question est à Dr Cyril, mais bien avant. Avant de vous poser la quatrième question, je voudrais que nous écoutions tous les incohérences d'un monsieur. Nous allons parler tout de suite de Franklin Nyamsi. Et sur une vidéo, j'ai rassemblé de petits extraits de Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi, qui a nargué tout un peuple. Et puis après, je vous ferai écouter ce que ce monsieur a dit des Togolais. Mais bien avant ça, nous écoutons ces incohérences. Mon peuple, le peuple du Togo, est brutalisé sur le plan psychologique. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Je recommence. Écrivez ça. Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui ont grandi sous la menace et qui sont morts sous la menace. C'est-à-dire que tu nais dans la peur. Tu vas à l'école primaire dans la peur. Tu vas au collège dans la peur. Tu vas à l'université dans la peur. Tu commences à travailler quand tu en as eu la chance, dans la peur. On te tue alors même que tu as peur. On te pleure en ayant peur. Même ceux qui te pleurent ont peur de te pleurer. Et après ta mort, quand on parle de toi, on regarde à gauche et à droite pour savoir si tous ceux qui sont là sont compatibles avec ta douleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Il n'y a jamais eu d'élection transparente au Togo depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Écrivez ça. Et cela a été cautionné par toutes les ailes dirigeantes de la France. Que ce soit la droite, la gauche ou le centre qui ont dirigé la France, ils ont soutenu la spoliation de souveraineté du peuple togolais. Alors que l'article 65 de la Constitution prévoyait que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim, Faure Gnassingbé, dès qu'il entrait à la présidence pour s'asseoir sur le fauteuil supposé de son père, qui pourtant devrait appartenir en République au peuple, il n'en est jamais vraiment ressorti. Le Togo est braqué. Le Togo est pris en otage depuis lors. Et je viens de finir de vous décrire la première partie. Je viens de vous mettre en condition de comprendre ce que souffrent les Togolais. Mais les Togolais font partie des peuples les plus torturés au monde. La torture au Togo est physique. Si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous faites une petite enquête, même d'1 heure, pour avoir des vidéos d'exaction sur les Togolais, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Il n'y a pas beaucoup de peuples dans ce monde qu'on tabasse autant que le peuple togolais depuis pratiquement 60 ans. Et c'était déjà le cas sous la colonie. Et c'était déjà le cas sous la traite négrière. Le peuple togolais est l'un des plus tabassés de la terre.
C'est l'un des peuples les plus brutalisés de la terre. Les brutalités que subissent les Togolais dépassent la parole parlée. Ce sont des brutalités qui chatouillent même jusqu'au pied de Dieu. À la moindre contestation populaire, le système mis en place par Gnassingbé et Yadema se jette sur mon peuple africain. On bat dans tous les quartiers, on bat dans toutes les rues, on exécute à bout portant, on amène dans des prisons pour torturer pendant de longs jours. Et c'est le cas de notre frère, Jean-Paul Omolou, actuellement entre les mains de ces barbares. Et c'est ce qui se passe au Togo par la volonté de l'élite corrompue de ce pays. Le grand peuple africain du Togo ici, représenté par son avenir incarné, sa jeunesse. Je voudrais remercier les plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête de laquelle le président du Conseil de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, l'ensemble des membres de son gouvernement, parmi lesquels mon frère, ami, camarade, des bancs de l'Université africaine de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur le professeur Robert Ducé-Coblin, ministre des Affaires étrangères de la République togolaise. Je tiens à les remercier de la confiance qui m'a été faite, bien qu'il soit connu que je suis l'un des plus redoutables critiques du régime du président Faure Gnassingbé. Il n'a pas honte de venir m'exprimer, apporter mes modestes lumières par cette grande rencontre de la fraternité africaine. C'est un acte de confiance qui m'honore et qui prouve que les temps sont en train de changer et que bientôt notre continent sera capable de bénéficier pleinement de la totalité de ses capacités, de ses potentialités et de ses valeurs. Lorsque j'ai été invité à participer aux travaux de ce 9e congrès panafricain, je n'ai pas hésité une seule seconde à dire oui, malgré tout ce qu'on a pu entendre. Oui, un tel personnage se dit aussi panafricaniste, un grand menteur, celui qui a dénoncé les dérives d'un régime totalitaire, aujourd'hui est le griot de ce régime. Pourquoi? Cher docteur Cyril, je vous pose maintenant la question. Docteur, de nombreuses critiques ont émergé à la suite de la participation du professeur Franklin Nyamsi au 9e congrès panafricain de Lomé. Que lui reproche-t-on exactement? Sa légitimité intellectuelle ou plutôt la cohérence éthique de son engagement panafricaniste? À vous la parole, docteur Cyril. Ce que nous allons dire maintenant, là, ma voix change un peu parce que... vous avez la gorge serrée, hein? J'ai la gorge serrée parce que je me demande, est-ce que les aînés qui nous ont montré un peu le chemin en partie, je dis en partie, est-ce que les contingences de la vie vont nous amener plus tard à leur ressembler? Je me pose souvent cette question. Et je voudrais quand même demander à ceux et celles qui nous suivent si elles peuvent enregistrer ce que nous allons dire maintenant, qu'ils le fassent et que cela reste comme des traces. Tout à fait. Il est important de souligner que ce qui est reproché au professeur Franklin Nyamsi, ce n'est ni son savoir, ni son érudition, ni la qualité des fois de ses analyses qu'il partage sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez été attentif
au tout début, quand vous m'avez accueilli sur votre panel aujourd'hui, j'ai distingué entre le savoir rationnel, le savoir expérientiel et la connaissance. Parce que, je le dis tout de suite, des intellectuels brillants, des diplômés brillants, des universitaires brillants, l'Afrique en a toujours connu. Et que cela n'intimide personne, que cela n'intimide pas notre jeunesse. Mais ce dont l'Afrique a besoin, ce ne sont pas des intellectuels brillants ou des diplômés brillants. Les diplômés brillants, c'est ceux qui possèdent des savoirs rationnels. À mon avis, et je pense, et j'ai eu à partager avec vous, cher aîné, avant de me jeter dans cette bataille depuis le mois de mai, j'ai eu à partager un test avec vous et avec vous seul en vous demandant de le garder parce que peut-être plus tard, cela peut servir de témoignage. Ce dont l'Afrique a besoin, ce sont des intellectuels loyaux. Loyaux qui se mettent du côté de la cause des aspirations du peuple africain. Le savoir, c'est le savoir. Et le savoir est à distinguer de la connaissance. Tout à fait. Quand vous savez, ça c'est les connaissances et les informations que vous avez, et vous avez juste besoin d'une combinaison de vos neurones sur le plan cognitif pour élaborer un ensemble de savoirs dérivés. Mais quand on parle de la connaissance, c'est une initiation, c'est-à-dire que le savoir que tu possèdes te transforme toi-même en une autre personne. Tout à fait, ah oui. Et cette transformation, l'un des fruits de cette transformation, c'est l'humilité intellectuelle. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Quand on voit comment ce monsieur débite une litanie d'insultes vis-à-vis de ses abonnés et vis-à-vis des Togolais qui ont juste osé attirer son attention sur un devoir éthique, on se pose quand même sérieusement la question si on est en présence d'un monsieur qui possède vraiment une étendue de savoir ou si c'est véritablement un monsieur qui, en plus du savoir, fait une expérience transformationnelle, une expérience transformatrice justement que produit ce savoir-là. L'Afrique a toujours connu des penseurs brillants, mais ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, ce sont des intellectuels qui sont loyaux et qui se mettent du côté des peuples africains opprimés. Donc, ce qui lui est reproché, c'est pas son savoir, c'est pas sa légitimité intellectuelle. Je veux vraiment le lui accorder. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un rappel à un ordre intellectuel, c'est un rappel à un devoir éthique, plus précisément d'une interrogation sur un possible détournement de la pensée intellectuelle au service d'une position idéologique et conjoncturelle. Et on a connu beaucoup d'intellectuels dans la littérature, dans l'histoire, qui sont tombés dans ce piège-là. J'aurai l'occasion d'animer d'autres lives personnels ou d'autres articles sur ma page Facebook, parce qu'ils se réclament souvent de Jean-Paul Sartre, l'un des intellectuels engagés, et d'ailleurs qui est la figure proue des intellectuels engagés, et qui s'est fourvoyé totalement vers la fin de son engagement intellectuel. Donc, sur le plan d'un possible détournement de la pensée intellectuelle au service d'une position idéologique, on a tellement vu un monsieur versatile, un monsieur qui change tout le temps de manteau. Vous savez, pour moi, il y a deux grands hommes qui sont à la base d'un changement géopolitique, géostratégique qu'on est en train d'observer jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit du président Gbagbo, et de Mohamed Kadhafi. Mais ce monsieur n'a jamais véritablement réussi à rendre hommage à Gbagbo comme cela se devait. Et vous savez pourquoi justement ce monsieur n'a jamais réussi ça? Pour moi, c'est Gbagbo qui a révélé les impasses, les incongruités du monde impérialiste tel que nous le connaissons aujourd'hui, du néocolonial impérialiste tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais ce monsieur a toujours esquivé les contributions de Gbagbo dans cet éveil que nous sommes en train de connaître jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous lui reprochons aujourd'hui, une fois encore, ce ne sont pas ses compétences,
c'est la cohérence entre ses discours et ses positions successives. Oui. Pendant des années, il a été l'un des critiques les plus virulents du régime de Gnassingbé. Et ça, vous l'avez montré tout à l'heure. Les archives sont là. Monsieur Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi, vous avez dit, notez, écrivez. Nous avons écrit cela. Oui, nous avons Les archives ont enregistré cela. On a enregistré. On a noté. On a bien noté même. On a enregistré. Il a fait une autopsie assez magistrale dans la vidéo que vous avez passée au tout début. Le Togo est un pays africain où le Togolais naît dans la peur, grandit dans la peur, va à l'école dans la peur, tout dans la peur. Tout dans la peur. Or, il semble que le simple fait que le gouvernement togolais ouvre le port autonome de Lomé, qui n'est pas un port pour un régime, mais qui est le port d'un peuple, le port d'un pays. Aux pays frères de l'AES, c'est une bonne chose, qui sont menacés évidemment par le néocolonialisme, les formes de djihadisme. Bon, bref, ce que vous savez, ces mercenaires sulfureux. Et avec certaines pressions de la CEDEAO, cela suffit pour infléchir radicalement son discours vis-à-vis du régime de Lomé, vis-à-vis du régime RPT Unir. Et plus précisément encore, une visite du régime togolais au Kremlin. Autour de cette visite-là, déjà en mois d'octobre, quand la visite de Faure Gnassingbé a été annoncée en Russie, le monsieur a commencé au fait à changer de discours. Le monsieur a commencé à changer de discours depuis le mois de... Et tout ce qu'il a eu à dire, des énormités qu'il a eu à dire, même vis-à-vis de son propre peuple, avec les élections qui ont eu lieu au Cameroun. Mais tellement de choses, mais sur lesquelles évidemment je ne reviendrai pas, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le cas du Togo. Et quand la visite de ce régime a été annoncée au Kremlin, le monsieur a totalement changé du nord. Il est devenu une girouette intellectuelle. Il a changé, presque un revirement à 180 degrés. Dès lors, une question légitime émerge. Qui est panafricaniste? Selon quels critères en définitive? Et je reviens à la question initiale que vous m'aviez posée. Pourquoi, par exemple, à mon avis, le président guinéen Mamadi Doumbouya, lui ne serait-il pas panafricaniste? Parce que lui aussi, il avait ouvert son port au pays de l'AES. Pourquoi lui, tout d'un coup, il n'est plus panafricaniste et que le régime du Togo, à cause de ce changement de surface, doit être considéré comme un régime panafricaniste? Et ce qui choque profondément une partie de la jeunesse africaine, ce ne sont pas seulement l'incohérence dans ses discours, mais surtout l'incohérence entre les paroles et les actes. Quand nous sommes universitaires, nous sommes intellectuels, c'est pas uniquement le discours qui compte, même nos actes sont comptés, sont considérés. Et c'est cette interrogation éthique qui s'est intensifiée lorsque nous avons appris que le professeur Franklin Nyamsi se rendrait au 9e congrès panafricain de Lomé. Sur invitation officielle. Officielle. C'est-à-dire que moi, j'ai participé à plein de congrès scientifiques dans ma vie, et on continue toujours parce que c'est notre quotidien. Mais quand je reçois sur les 30, pratiquement les 35 communications internationales que j'ai eu à faire, j'ai eu 7 invitations officielles. Là, ça veut dire que on vous reconnaît par rapport à une expertise et on attend que vous veniez partager votre expertise et que votre aura intellectuelle puisse servir justement l'organisation du congrès. Et ça va avec des enjeux éthiques, évidemment. Donc, pour beaucoup de Togolais, cela constitue un choc. Leur indignation s'est exprimée publiquement sur les réseaux sociaux et nous avons vu cela. Or, au lieu de répondre sur le fond, notre cher aîné professeur, éminent professeur, a choisi de disqualifier tous ceux qui lui reprochent sa venue au Togo. Il a choisi de les disqualifier par des insultes, les traitant tantôt d'ignorants, tantôt d'imbéciles, de petits esprits, des gens de petits esprits, allant jusqu'à forger des néologismes pour étouffer le débat, des individus ayant des mots terribles.
Ça, c'est un argument d'autorité. On appelle ça un argument d'autorité. Sur le fond, c'est pour camoufler quelque chose. Mais si mes étudiants me posent des questions et que je dois commencer à leur dire, ben écoutez, voilà le nombre d'articles que j'ai écrits, j'ai tellement voyagé dans ce pays. Est-ce que c'est vous qui financez mes voyages? Quand je me lève moi-même et je vais en Russie, je me lève moi-même, je vais dans les pays de la US. Est-ce que c'est vous? Et c'est ça son deuxième argument d'ailleurs qui repose sur la liberté. C'est sa posture éthique. C'est ça qui lui est reproché. Ce qu'il feint d'ignorer, c'est qu'aucune présence intellectuelle à un événement scientifique, à un événement officiel, hautement politique, n'est jamais neutre. Donc, il ne peut pas se dédouaner en disant que moi, je me lève, je vais à Lomé, je vais parler de la métaphysique, de ceci, de cela, et que cela soit considéré comme une présence neutre. Non, cela comporte beaucoup de risques majeurs. Et je vais en citer 3 pour finir rapidement, parce que là, j'ai effectivement pris beaucoup de temps. Le premier risque, c'est ce qu'on appelle l'effet de légitimation. Un régime comme le régime du Togo n'a pas besoin, au fait, de qu'est-ce que vient dire monsieur Franklin Nyamsi ou pas. Sa présence à elle seule suffit. Bah, regardez, nos critiques, les gens qui nous critiquent, ils viennent chez nous. Ça leur suffit largement. Le deuxième risque majeur, c'est l'effet de normalisation. C'est-à-dire que, déjà par sa présence, le régime apparaît comme un régime ouvert au débat, un régime pluraliste qui accepte les contradictions politiques et tout ça. Or, il n'en a rien. Et le troisième risque, qui est très important pour moi, c'est le risque de captation symbolique. C'est-à-dire que, il a même dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui dit, il a accordé une dizaine d'interviews. Et vous avez passé tout à l'heure une de ses communications, en plus des interviews. Donc, il a fait, je crois, 4 ou 5 interventions officielles dans des amphithéâtres et tout ça. Ouais. Et toutes les interviews, j'en ai suivi quelques-unes, toutes les interviews et toutes les communications dans les amphithéâtres commencent par une gratitude élogieuse, ostentatoire à l'égard de ce régime-là. Et M. Franklin Nyamsi veut nous dire que sa présence a été neutre au Togo, par exemple. Qu'il est tout simplement allé vendre son expertise intellectuelle. Ouais. Et que il n'y a aucun problème sur le plan éthique qui se pose avec sa présence au Togo. Au moins sur ce point-là, moi je peux débattre avec lui. Parce que c'est un enjeu éthique. Le savoir, c'est pas simplement ce qu'on dit, ce qu'on produit. Il y a toute une démarche et les comportements également qui vont avec lui, qui vont avec cela. Donc, peu importe ce qu'un intellectuel pense intérieurement, le pouvoir, lui, instrumentalise tout simplement sa présence. Et c'est ce qu'il faut vraiment dire. Et c'est vraiment regrettable, et je voudrais vraiment revenir là-dessus aujourd'hui. Que les jeunes qui nous écoutent, qui nous font confiance, ceux que nous inspirons, qui le sache, l'Afrique aujourd'hui n'a plus besoin des scientifiques, des intellectuels brillants. Il en a besoin, oui, en partie, mais il a surtout besoin des intellectuels engagés et qui sont loyaux aux causes du peuple africain. Et c'est ça vraiment ce qu'il faudrait souligner. Merci, on va l'écouter. C'est pas à toi de me dicter, mon cher Minus, comment je dois m'exprimer. Je m'exprime en me servant de ma sapience, en me servant de mon expérience et de mon sens des responsabilités. Et j'ai entièrement accompli mon devoir au Togo. Nous avons défendu la cause de tous les persécutés africains au Congrès panafricain et les actes du colloque, les actes de ce congrès en témoigneront pour toujours, tout comme la publication de nos vidéoconférences, de nos interventions. Malgré l'évidence de ce fait, de notre contribution magistrale à éclairer de nos modestes lumières les travaux de ce congrès, un certain nombre d'imbéciles, aigris, jaloux, ignorants, méchants, gratuitement méchants, petits d'esprit, ont tenté de se répandre sur les réseaux sociaux pour prétendre que notre participation à ce congrès aurait été placée sous le signe de l'oubli des prisonniers politiques, de l'oubli des persécutés, de l'oubli des souffrants. Je ne voudrais pas ici rendre compte de mes conversations personnelles avec les autorités togolaises que j'ai rencontrées. Par respect pour elles, je n'ai pas à vous en rendre compte ici. Mais je voudrais simplement que l'ensemble des interventions publiques en faveur des droits humains, des Africains en général, des Togolais en particulier que j'ai faites, soient rassemblées pour
définitivement boucher un coin à ces vilains petits menteurs qui ont prétendu que moi j'avais abandonné le peuple togolais, que j'étais allé au congrès panafricain, flatter les dirigeants togolais et leur dire uniquement ce qu'ils veulent entendre. Vous êtes des menteurs, vous êtes de gros voyous, des voyelles et des lâches. Tous ceux qui, de près ou de loin, ont voulu prétendre que je n'ai pas parlé pour notre peuple. J'ai parlé pour le peuple togolais. Nous n'avons pas à en pâlir le moins du monde de honte. Au contraire, nous avons été plus courageux que ces lâches qui planquaient dans les pays à l'étranger. Eh bien, nous demandent à nous de faire ce qu'ils sont incapables de faire, même un quart. Ces lâches qui n'ont pas eu le courage, alors qu'on les a invités, eh bien, ils n'ont pas eu le courage de venir et qui se mettent très loin du front, à partir duquel ils disent aux autres ce qu'ils doivent dire. Quel que soit le pays africain où l'on m'invite et où les conditions de sécurité me sont garanties, je viendrai m'exprimer. Peu importe la nature donc même de mes relations avec les dirigeants. Ce sont les conditions précisément d'expansion de la pensée panafricaniste. Là où des panafricains de toute extraction sont rassemblés, là où les grands ministres de la diplomatie du Burkina, du Mali ou du Niger viennent, quel est l'individu qui prétend être plus panafricaniste que... Qui est plus panafricaniste aujourd'hui que le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Brésil, Cuba, le Venezuela, la Colombie se déplacent pour venir parler du monde africain au Togo. Qui es-tu, petit individu, pour prétendre que celui qui va là-bas est un traître? Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, est-il un traître? La vice-présidente de la Colombie est-elle un traître? Le ministre de la Culture du Brésil est-il un traître? Les représentants de Cuba et du Venezuela sont-ils des traîtres? Le ministre des Affaires étrangères du Niger, son Excellence Bakary Yahou Sangaré, qui est venu participer à notre conférence à l'université de Lomé, est-il un traître? Jean Karamoko, chef de la diplomatie burkinabé, qui est venu participer au colloque, c'est un traître? Pour qui vous prenez là sur les réseaux sociaux? Où sont vos états de service même en matière de panafricanisme? Où sont vos états de service pour vous permettre de juger? Nous étions tous sur la terre là. Quand nous, à 19 ans, à 20 ans, 21 ans, on était déjà dans le syndicalisme à l'université. Vous étiez là, vous avez 50 ans et plus comme nous autres. Vous ne foutiez rien. Ce sont ces 15 dernières années que vous avez émergé sur les réseaux sociaux. Et les enfants que nous avons vus naître se mettent à nous dire « Moi, je n'irai pas au congrès de Lomé et à tenter de nous livrer à la vindicte populaire. » Voici les gens qui m'ont dit le 8 décembre, quand tu vas atterrir à l'aéroport de Lomé, il y aura une manifestation monstre contre toi. Je n'ai rien vu. Vous êtes une bande de lâches et de nullards, vous qui avez dit ça. Moi, je n'ai rencontré sur mon chemin que des Togolais émus, heureux, y compris des Togolais de l'opposition togolaise. Oui, il me semble que cet homme-là n'est pas normal. Il a perdu un boulon dans la tête, quoi. Il n'est pas normal. Et puis, Oui, doyen, on a l'impression qu'il monte des gens contre les autres. Il parle des premiers ministres et des personnalités qui ont quitté leur pays pour venir à ce congrès. Tout à fait. On ne parle pas d'eux. On ne parle que de toi, hein, parce que ne parle pas d'eux. Eux, ils n'ont pas tenu des propos, tenu des propos contre le régime togolais. C'est de toi qu'on parle. Voilà. Toi, tu as tenu des propos, enfin, tu as dénoncé Des propos tendancieux. Oui, tendancieux. Et aujourd'hui, à cause de l'argent, tu vas et tu deviens le griot du régime de Faure Gnassingbé. Mais quel intellectuel celui-là est, hein? Vraiment, il est camerounais. Pourtant, tous les Camerounais ne sont pas comme ça. Oui, ben, docteur, vous avez quelque chose à dire ou bien, commandant, vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je vais ajouter quelque chose avant que le docteur, notre célèbre docteur, reprenne la parole parce que il nous a amené quelque part de très loin hein, sur le plan intellectuel. J'ai envie de descendre à l'université et continuer les études. Voilà. Donc, docteur, vraiment merci parce que vous avez disséqué d'une manière scientifique les errements
et le manque d'éthique, les incongruités de ce monsieur, de ce petit monsieur, voilà, et puis vous avez démontré que cette démarche ou sa démarche lors de ce congrès est une démarche de lâche, de personnes qui manquent de courage. Tout à fait. Des gens qui sont vraiment incohérents, qui n'ont que le flair de l'argent. C'est des mercantilistes. Vous savez, moi j'ai suivi ce monsieur sur les réseaux sociaux en train de vilipender le colonel, aujourd'hui général de corps d'armée, Assimi Goïta. Là, il s'en prenait au coup d'État au Mali. Voilà, j'avais pensé que quand même c'est des intellectuels qui veulent que l'Afrique puisse s'épanouir sur le plan état de droit et démocratie. Mais un jour, patatras, je l'entends féliciter, cajoler ce colonel, ce jeune colonel qui a pris le pouvoir au Mali. Et un jour, il descend au Mali. Alors c'est à partir de là que je ne suivais plus ces choses. Tout ce qu'il faisait, les gens venaient l'écouter, 20 000 personnes, 22 000 personnes, 18 000 personnes branchées. Et c'est là qu'il a gagné en popularité. Mais moi, je ne le suivais pas parce que je n'avais plus confiance en lui. Je ne le suivais plus. Mais quand il s'en prend depuis le temps de Agbeome, je sais que la DMK est allée le chercher. Je suis sûr que les espèces sonnantes et trébuchantes ont parlé là-bas. Et là, il a joué 2 jeux. Voilà. Donc, je connais à peu près ceux qui font le bitos comme cela. Il a joué 2 jeux. D'abord, il a vilipendé le régime de Faure Gnassingbé, faisant croire à la DMPK qu'il était à leur disposition pour les aider à noircir le régime de Faure Gnassingbé sur les réseaux sociaux et chez ses abonnés. Voilà. Au même moment, il a utilisé sa verve, son énergie, sa tête, c'est-à-dire sa cervelle, il l'a utilisé pour attirer le régime du Togo. Puisque c'est sûr qu'il a eu des informations que le régime du Togo a cette faiblesse-là. Quand tu es intellectuel et tu les affrontes sur la place publique, ils font tout, ils passent par tous les moyens pour te faire changer d'avis. Et en le faisant, d'abord, ils savent que toi-même, ils vont ternir ton image en te donnant des choses. Ils savent que ils vont ternir ton image. Secondo, ils cassent le moral de la population togolaise. Voilà. Donc le régime, lui, il roule sur ce terrain-là. Donc Franklin Nyamsi le sait, il le sait, qu'en s'attaquant au régime, d'une manière frontale au régime du Togo, en le dénonçant avec des mots et des mots, je ne sais pas, ces mots-là qui font tressaillir, qui font ces mots qui attirent même l'admiration de l'opinion vers lui. Et sachant que, in fine, le régime va l'aborder. Le régime du Togo a été toujours comme ça, comme cela. Nous-mêmes, on a été abordés. Et le docteur Cyril, s'il n'est pas pour le moment, je suis sûr que dans un futur proche ou lointain, ils vont tourner autour de lui. Donc, Franklin Nyamsi s'est préparé pour ça. Et en sortant son intellectualisme d'une manière de haut niveau, il dit en même temps, d'une manière, il le dit sans le prononcer. Parce que quand tu fais preuve d'un intellectualisme élevé et quand tu attaques ce régime-là d'une manière frontale avec des mots qui vont bien, cela veut dire que
tu donnes en même temps le prix, ce que tu vaux. Tu es devenu mouton et tu donnes le prix. Et le régime sait que celui-là, par exemple, avec 200 000 $, on peut lui tourner la tête. Et voilà. Aujourd'hui, Franklin Nyamsi a été bien vu sur le plan financier. Ouais, c'est pourquoi sa langue est devenue une langue mielleuse à Lomé. Une langue qui apprécie, qui qualifie. Voilà donc comment certains intellectuels se prostituent. Ils utilisent leur tête pour se prostituer chez des régimes rejetés par leur peuple. Pour eux, pourvu que l'argent soit là, s'ils continuent comme cela, et je suis sûr que M. Alassane Ouattara, si aujourd'hui il invite, il va y aller, pourvu que l'argent, il soit. Il a dit lui-même. J'ai vu même dans un commentaire que paraît-il qu'il ne va plus au travail en France, là-bas, il a démissionné. Oui, effectivement, je voudrais recadrer quand même cet aspect parce que, effectivement, je ne voudrais pas que les gens se fourvoient dans cet argument, mais c'est un argument qu'il ne faut pas négliger. Depuis le mois de septembre dernier, il a remis sa démission, donc il n'est plus professeur agrégé donc de l'Académie de Rouen. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut aujourd'hui appeler un expert. Et ça, c'est souvent l'une des faiblesses chez nous les Africains. Tout au moins c'est une grande partie de la jeunesse africaine. On a tendance à confondre les intellectuels avec les diplômés. On a tendance à les confondre avec des penseurs, des chercheurs, des experts. Il y a des ouvrages très bien précis là-dessus. Donc, il suffit tout simplement que quelqu'un parle bien. Il suffit tout simplement que quelqu'un ait été loin dans les études. On considère que c'est un intellectuel tout de suite, en fait. Or, il y a beaucoup de nuances à faire. Mais ça, je pense que ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais j'invite vraiment la jeunesse togolaise, notamment la jeunesse togolaise dans ce combat que nous sommes en train de mener, à ne pas se laisser fourvoyer. Ne vous laissez pas intimider devant un professeur titulaire. Oui, un professeur titulaire, un professeur agrégé, un professeur... Oui, il a des savoirs. Bon, tant mieux s'il a des connaissances, vous le saurez tout de suite. C'est quelqu'un qui ne viendra pas vous écraser avec son savoir. Il y a des critères à partir desquels on peut reconnaître quelqu'un comme étant véritablement un intellectuel. Donc, oui, je voudrais très rapidement arracher cet argument que je suis en train de voir venir, que des gens ne sautent pas tout de suite sur lui pour jeter sa légitimité intellectuelle dans le dépotoir. Mais, comme vous l'avez dit, commandant, à cette allure, si cela continue à cette allure-là, on sait comment cela se termine. Quand vous touchez au péché originaire de l'arrogance, de l'orgueil, parce que vous vous prenez pour un omniscient, quelqu'un qui connaît tout et qui peut utiliser le savoir pour insulter les gens, pour humilier les gens, on connaît comment cela se termine toujours et toujours. Mais je ne le souhaite pas parce que il a certainement beaucoup contribué et moi je voudrais vraiment encore lui laisser ce crédit-là. Pour passer peut-être à autre chose, cher aîné, si vous le permettez, je voudrais quand même déclamer ce poème que j'ai écrit depuis bien longtemps déjà. Ça date de plusieurs semaines, plusieurs mois avant que cet événement ne vienne. Et ce matin, je suis allé consulter donc le recueil de poèmes dont vous avez parlé effectivement. Personne jusqu'à aujourd'hui ne connaît le titre. Pratiquement le titre, en fait. Donc, c'est vous qui avez annoncé le titre comme, le titre, c'est Révolte et Réveil. Donc, merci, on en a parlé un tout petit peu. Je savais pas que vous allez le ramener ici aujourd'hui. Mais écoutez le poème qui dit ceci. Le titre que j'ai donné, c'est Les héritiers infidèles du flambeau. Ils invoquent Nkrumah Sankara Lumumba, agitent leur nom dans les palais du mensonge. Leurs rêves et combats trahis servent d'agenda. Ils maquillent leur trône sous l'étoffe du songe, introduisent la terreur dans la loi fondamentale et verrouillent la justice au sceau de l'éloge. Sous la bannière du réveil africain, ils brandissent les drapeaux de la mémoire et peignent leurs crimes aux couleurs du destin. Ils parlent d'unité, de dignité, d'histoire, mais comptent leur rente sous les projecteurs et volent au nom du peuple et de la gloire. Leurs verbes se parent de douleur, leurs discours recyclent nos cicatrices
et chaque sommet devient leur labeur. Ils vendent la fierté comme un service, ouvrent des conférences en or massif et signent des traités sous des auspices factices. Le panafricanisme est devenu un motif, une marque de luxe pour dictateurs en costume, une vitrine dorée pour leurs décombres votifs. Ils crient souveraineté du haut du bitume, mais quémandent des prêts à la nouvelle Rome, pendant que leur peuple s'enlise dans l'amertume. L'Afrique devient leur argument, leur somme, le marché des promesses jamais tenues, et la révolution un commerce où l'on se nomme. Mais dans les rues, les consciences nues savent que l'émancipation ne se déclare pas, elle se construit debout, entre mai et vertu. Voilà un poème que j'avais écrit. Tout simplement magnifique. Le poème est rudement bien écrit. Ah, moi, mes applaudissements sont beaucoup plus nourris. Merci, docteur. Merci. Franchement, c'est un poème qui dit tout. Qui dit tout. Et moi, en tant que poète aussi, Oui. tu m'as fait voyager un peu.